combustible. C'est parmi les pionniers en fait, dans notre pays dans ces domaines. Et il y a eu pas mal d'expériences. Et vraiment, on va bien profiter de cet exposé. Et donc, à vous l'honneur. Merci. Bon, je veux tout d'abord remercier le comité d'organisation pour l'invitation et aussi pour la patience du public. Donc, certainement, je ne vais pas vous déranger beaucoup avec les détails. Un peu de silence, s'il vous plaît. On se concentre sur l'exposé. On est là pour ça. Je vais essayer de ne pas être très lourd. Je sais, maintenant 12 heures et vous pensez à encore chose, certainement. En tout cas, alors le sujet que je vais traiter avec vous, c'est un sujet peut-être qui intéresse vraiment notre pays et parmi les priorités. C'est comment se débarrasser des déchets et bien sûr, en même temps, résoudre notre problème énergétique. Alors vous allez voir, effectivement, à travers pas mal d'expériences que nous avons déjà fait dans notre laboratoire et en partenariat avec pas mal de partenaires étrangers, que nous avons un gisement important qui peut vraiment satisfaire une bonne partie de nos besoins énergétiques. Et ce qui m'a peut-être marqué tout à l'heure lorsque j'ai vu la présentation de mon collègue Serap Najib, alors la partie biomasse dans le bilan énergétique tunisien est pratiquement ignorée. Alors qu'il y a des statistiques réalisées depuis 2004 qui montrent que la contribution de la biomasse, tout ce qui est, lorsqu'on parle de biomasse, tout ce qui est déchets agro-industriels, eh bien, il s'évalue à 14% à peu près en Tunisie. Mais dans le bilan énergétique, elle n'est jamais comptabilisée. Alors, ce que je vais essayer de vous présenter donc, ce que c'est la biomasse et son potentiel en Tunisie. Et puis, je vais détailler un peu quelques technologies actuellement utilisées partout dans le monde pour pouvoir transformer cette biomasse et ces déchets en énergie. Donc, il y a bien sûr, je vais partir de la méthode la plus simple, qui est la carbonisation, en partant de la situation actuelle en Tunisie, et qu'est-ce qu'on peut faire après, moyennant donc les étapes que nous avons développées en recherche. Puis la gasification, donc lorsque vous avez un déchet solide, vous pouvez le convertir soit en combustible solide, donc vous l'utilisez directement en combustion, donc c'est la combustion directe, ou alors vous pouvez donc le transformer sous forme de gaz, si vous voulez utiliser donc ce combustible sous forme de gaz, ou encore de liquide. Donc maintenant le déchet solide, c'est une source de biodiesel s'il est en liquide et biogaz s'il est en gaz. Donc on parlera aussi pas seulement de quelques déchets agro-industriels, je parlerai aussi de quelques déchets qui pèsent beaucoup sur notre environnement et qui peuvent aussi être convertis en source d'énergie. Et je finirai par des projets vraiment un peu de l'ouverture sur la recherche qui apportera peut-être des solutions pour le futur, telles que la conversion électrochimique à travers les piles à combustible. Alors commençons donc par... Je finirai aussi par quelques recommandations pratiques, parce que je sens que les responsables et les dirigeants des instances qui s'occupent de l'énergie dans notre pays n'est pas vraiment... on ne tient pas compte effectivement de ce potentiel et n'est pas même bien informé. Alors la biomasse en Tunisie, lorsqu'on parle de biomasse, ce sont les déchets de bois, par exemple, une bonne partie fait un déchet qui peut être valorisé en énergie. Il y a les déchets de l'industrie de l'huile d'olive, le grignon d'olive par exemple, vous voyez des montagnes de grignon d'olive épuisés ici à Sfax, les déchets donc de bois. Alors, comme je vous ai dit, en Tunisie, donc, le potentiel de biomasse a formé en 14%. Ce sont des statistiques réalisées par la direction des forêts, 14% de la consommation énergétique totale. Vous allez nous demander où on a consommé cette quantité. Eh bien, vous allez voir qu'en Tunisie actuellement, il y a une bonne partie de la population qui utilise encore le bois comme source d'énergie. Non seulement Tabouna, mais aussi la bonne partie, c'est la carbonisation avec des meules traditionnelles que je vais vous présenter tout à l'heure. Alors donc c'est une partie importante, il y a aussi de cette biomasse qui est exportée vers l'étranger, en particulier le grignon d'olive.
des bateaux qui partent avec des millions de tonnes de grumeaux d'olive vers l'Europe pour produire ce qu'on appelle l'électricité verte. Et ils profitent bien sûr du crédit carbone, alors qu'on aurait dû nous utiliser ce potentiel-là pour produire notre propre électricité ici et aussi profiter du crédit carbone qui est bien profité par pas mal de pays en Europe. Alors, la biomasse, elle est actuellement l'énergie du pauvre en Tunisie. C'est les milieux ruraux, etc., qui utilisent encore le bois pour faire le cuisson, etc., et se chauffer. Alors, ces méthodes utilisées actuellement, soit tabouna ou le mardoum, qu'on appelle mardoum aussi, ce sont des méthodes bien sûr très traditionnelles dont le rendement énergétique est très faible et aussi ça génère pas mal de pollution au cours de la combustion. Donc comme vous voyez, on a un potentiel important, mais on n'est pas vraiment habilité à l'utiliser correctement pour produire de l'énergie propre. Donc pourquoi pas, on a besoin vraiment d'une plateforme technologique et aussi d'une plateforme juridique pour pouvoir instaurer de nouvelles traditions pour rationaliser l'utilisation de cette source énergétique importante. Elle est jusqu'à maintenant marginalisée dans notre pays. Alors c'est l'objet donc de ma présentation. Alors je commence bien sûr à vous donner quelques chiffres pour voir vraiment l'importance de ce potentiel. Alors ici, ce sont des données que j'ai récupérées de la direction des forêts en Tunisie. Les quantités de bois de coupe. Parce qu'on parle de bois de coupe, qu'on récupère généralement soit les arbres fruitiers ou même pas mal d'autres sources. Bon, le forêt particulièrement au nord, mais généralement ce sont les arbres fruitiers. Et bien les arbres fruitiers, on peut voir dans ce tableau, en particulier les arbres d'olive, donc les oliviers, qui donnent la partie la plus importante, c'est à peu près 4000 fois 1000, donc c'est 4 millions à peu près de tonnes. Vous voyez, c'est une potentialité très importante et c'est une opération bien sûr qui est nécessaire à la fin de chaque saison. Donc, à part le zaiton, il faut faire le semir. Et bien, ce sont des quantités énormes qui sont maintenant très mal exploitées. Donc, la quantité totale avec les autres arbres fruitiers et un peu de forêt, c'est à peu près 5 millions, à peu près 300 000 tonnes, qui est énorme. Donc j'ai fait la conversion en tonnes équivalent pétrole, c'est l'équivalent de 2 300 000 tonnes équivalent pétrole, qui représente une bonne partie de notre consommation nationale. Et ça représente aux environs de 10 à 20%, 15% disons une moyenne, de notre consommation énergétique qui est totalement marginalisée et non comptabilisée dans notre bilan énergétique. Kiff donc pour les autres biomasses, en particulier le grillon d'olive. Donc ici j'ai fait une petite statistique, bien que les chiffres, on n'a pas vraiment, vous voyez, donc on est 4e producteur mondial de l'huile d'olive et normalement nous avons des structures qui doivent normalement rassembler les chiffres sur notre production, soit en huile, en olive et aussi en déchets d'olive. Et j'ai fait beaucoup d'efforts pour pouvoir rassembler ces chiffres pour avoir une idée sur la quantité réelle du grillon d'olive qu'on produit en Tunisie. Et ces chiffres sont pratiquement collectés des gens qui sont en train d'exporter, particulièrement qui exportent le grillon. Donc c'est à peu près 211 000 tonnes de grillon d'olive par an, qui est aussi un potentiel très important, sachant le pouvoir calorifique très intéressant du grillon d'olive. Alors, les techniques maintenant de valorisation de la biomasse utilisées partout dans le monde. Donc il y a différents procédés, il y a les bio, j'ai vu pas mal de biochimistes ici, donc il y a les méthodes biochimiques qui permettent de transformer donc, la biomasse du palésigal sous forme d'un gaz, d'un combustible d'une manière générale. Il y a les agrochimistes qui utilisent aussi les déchets agro-industriels pour les valoriser sous forme donc, de produits utilisables dans l'agroalimentaire.
Et il y a aussi les méthodes thermochimiques, on a les technologies thermochimiques dont je travaille. Ce sont aussi la spécialité que je vais vous enseigner dans cette présentation. Donc, comme vous voyez, les méthodes thermochimiques se répartissent en trois technologies. Il y a la combustion directe, donc on utilise le produit comme solide directement, on le brûle pour produire de la chaleur, ou elle la pyrolyse, je vais détailler un peu ce que c'est la pyrolyse, ou la gasification, c'est-à-dire la transformer en gaz. Donc la pyrolyse permet de transformer la biomasse soit en charbon, ou elle en liquide. Ça dépend des conditions opératoires. Alors c'est ça ce que je vais essayer de vous détailler plus à travers donc, ce diapo. Comme vous voyez, donc la pyrolyse, donc, commençons par la combustion qui est la plus simple. Donc la combustion nous permet de brûler donc, cette biomasse sous forme solide pour produire bien sûr de la chaleur, et cette chaleur peut être utilisée pour chauffer de l'eau et la transformer en vapeur sous pression pour faire tourner une turbine. Donc c'est ce qu'on appelle le CHP, c'est le Combined Heat and Power Generation. Donc c'est la cogénération, on peut dire en français. Et la pyrolyse, elle nous permet, suivant les conditions opératoires, de transformer cette biomasse en charbon, le fham, et le bio-oil, on peut le transformer en biodiesel. Donc ça, on joue bien sûr sur les conditions opératoires. Le biochar, le charbon, bien sûr, on a actuellement l'utilisation potentielle du charbon, c'est soit le chicha ou le mejoui, alors que réellement c'est une source d'énergie importante, comme je vais vous détailler tout à l'heure. Alors ça peut être vraiment un fuel très important, et ça peut être aussi activé pour produire ce qu'on appelle le charbon actif, qui est utilisé dans pas mal d'applications industrielles et dont la valeur ajoutée devient très très importante. Moi je dis que le kilo de ham direct, moi je dis que le ham est activé. Donc moyennant juste un peu de technologie, on peut activer notre charbon et le rendre avec une valeur ajoutée beaucoup plus importante, et l'utiliser aussi comme combustible de futur, comme je vais vous donner tout à l'heure, donc dans les piles à combustible. Donc on peut convertir maintenant avec une technologie qu'on appelle Direct Carbon Fuel Cell, la conversion directe de ce charbon en électricité. Alors commençons par la carbonisation, que vous connaissez certainement, la mardouma. Donc à l'état actuel en Tunisie, on est au stade de mardouma pour produire le charbon. Alors qu'est-ce que c'est le mardouma? C'est un empilement de bois. Alors, je vais quelques détails. Comme vous voyez, il y a des constructions. On empile les bois. Donc, les bois de grande dimension, on les met au centre, dans l'axe. Et les faibles dimensions, donc sur les périphériques, pour ne pas être transformés donc, en centre. Alors, par la suite, on couvre cette mardouma donc, avec des algues et du sable. Et bien sûr, on alimente le mardouma par l'axe, par la cheminée, pour transformer le bois en charbon. Et comme vous voyez, bien sûr, les dégagements de fumée, parce que le bois réellement, je vais vous donner juste un petit bilan simple pour comprendre l'ampleur de la pollution engendrée par cette méthode très traditionnelle. Si on prend par exemple 100 kg de bois, 100 kg de bois, et bien le rendement, le meilleur rendement qu'on peut obtenir à partir de mardouma, il y a 15% de charbon en masse. Alors on a 85% de la masse initiale qui se transforme sous forme de fumée. Et cette fumée il contient beaucoup de sous-produits qui sont énergétiquement riches. Donc finalement, le rendement énergétique de la mardouma en termes d'énergie, c'est 15%. Et les 85% se transforment sous forme de gaz, de fumée. Donc les conséquences, surtout sur le périphérique, les chantiers de mardouma, et ben, ce sont des conséquences drastiques et sur les arbres fruitiers, etc. Parce que le dépôt, ces fumées-là, se condensent bien sûr dans l'atmosphère et par la suite se déposent sur les feuilles des arbres, etc. Et ce sont des composés fortement acides parce que c'est un cocktail vraiment très dangereux parce qu'il contient des acides acétiques, des alcools. Bon, énergétiquement, il est riche, mais bien sûr, si on le dépose dans l'atmosphère comme ça devient un polluant qui peut être même cancérigène, d'après des études que j'ai vues dans la littérature. Alors, ce que nous avons fait depuis 1990, c'est de remplacer ces mardouma par des fours industriels.
Et ça, c'est un brevet qu'on a déposé au début des années 90. Donc, on a pratiquement conservé la méthode de cuisson du bois, mais dans un four métallique, pour pouvoir, premièrement, améliorer le rendement. Donc, le rendement de 15, il est augmenté de 25%. Et surtout, de contrôler les émissions atmosphériques. Ces fumées-là, qu'on peut récupérer à travers ces cheminées, qu'on nous raccordons tous vers un système de condensation, et on transforme ce charbon en source de biodiesel. Et d'abord, on l'a fait en 93. On ne parlait pas vraiment trop de biodiesel. Donc, on peut être classé parmi les premiers qui ont travaillé sur la transformation de ces fumées en diesel. Mais bien sûr, dans ce cas-là, on l'a appelé tar, c'est plutôt du goudron parce que c'est une fraction lourde, parce qu'on la condense. Donc il fallait peut-être aller plus loin pour la filtration, le traitement de ces goudrons pour les transformer en biodiesel. Malheureusement, ce projet sur lequel on a dépensé de nos poches, on était des jeunes ingénieurs, parce qu'en 93, j'étais un ingénieur de 5 ans pratiquement, et bien, on a dépensé vraiment de nos poches, on a même vendu nos lots de terre, etc., que nous avons hérité de nos pères pour pouvoir construire ces chantiers. Et bien, par la suite, on s'est heurté devant les lois, parce que la loi n'a pas vraiment dans ces classifications les projets de carbonisation industrielle. Et bien, on était obligé donc d'arrêter cette activité au bout de pratiquement un an, parce qu'on n'avait pas vraiment les autorisations nécessaires. Il fallait peut-être, d'après le fisc, il faut vendre votre produit avec du TVA. Et bien, si on vend du charbon avec du TVA, on devient hors coût, parce que le charbon, comme vous voyez ici, il est fabriqué par les artisans et n'est pas comptabilisé comme activité économique. Alors que lorsque vous utilisez des fours de ce genre-là, vous êtes industriel et donc toutes les lois de l'industrie s'appliquent sur votre projet et donc le projet devient non rentable. Donc on a arrêté ça au bout d'un an. Mais bien sûr, on n'a pas arrêté à développer les systèmes parce qu'au début, on nous a dit que vous produisez du goudron et c'est une pollution pour eux. Ce n'est pas une source d'énergie. Donc on a montré à travers un four que nous avons développé à l'hélice, c'est un four qui existe maintenant à l'hélice, dans lequel on a, au lieu de condenser les fumées, on les a directement injectés dans un autre four en bas et on l'a utilisé directement comme combustible pour montrer vraiment que c'est un combustible. Donc on les brûle directement sous forme de fumée. C'est pas la peine de les transformer en liquide. Et on a montré, bien sûr, avec ce four-là, on a réduit le temps. Premièrement, on a augmenté le rendement à 32%. Donc avec 100 kg de bois, vous produisez 32 kg de charbon de bonne qualité parce qu'il est épuré. Toutes les fumées, il n'y a pas de dépôt de goudron sur le charbon. Parfois, si vous utilisez votre charbon, votre table le charbon fume. Elle fume, elle dit que c'est à cause du dépôt des goudrons dans les pores du charbon. Donc lorsque vous brûlez, vous enflammez votre charbon, ça dégage que les fumées, qui n'est pas propre et qui est même cancérigène pour le morceau de viande que vous allez mettre sur le charbon. Donc il faut faire attention avant de mettre votre barbecue. Il faut surtout s'assurer que le charbon devient blanc. Parce que le blanc, il n'y a plus de carbone qui peut, voilà, des vésicules de goudron qui peuvent se déposer sur votre produit à consommer. Alors en plus, nous avons réduit le temps de carbonisation qui est pour la même quantité. Par exemple, si on prend une quantité de 100 kg, et bien le prend pratiquement 4 à 5 jours. Si notre technologie que nous avons développée, c'est à peu près 48 heures, disons entre 20 et 48 heures, ça dépend de l'état du bois. Et pour ce four-là, c'est 3 heures. Vous voyez comment on a réduit au maximum le produit. Donc le temps, on a augmenté le rendement et surtout le rendement énergétique qui devient égal à peu près 85%. Parce que toutes les fumées sont utilisées comme combustible dans le procédé. Et surtout la qualité du charbon, parce que si on pense à utiliser ce charbon comme source pour l'activation par exemple, c'est un charbon épuré donc qui est de très bonne qualité pour l'activation. Alors bien sûr, le détail, alors c'est pas la peine d'aller
Donc par la suite, on a travaillé sur la gazéfication. Donc la gazéfication, on a fabriqué des gazogènes. Déjà, le premier gazogène que j'ai fabriqué, c'était à l'ENIM. J'étais ingénieur à l'ENIM en 88-89. Et bien, le premier gazogène, je l'ai construit à l'ENIM, dans ces années-là. Et on ne parlait pas vraiment de gazéfication dans ce temps-là. C'était vraiment quelque chose aussi un peu pour nous, une avance par rapport à l'état de l'activité de la valorisation de biomasse dans le monde. Donc, ce gazogène, on l'a fabriqué récemment, depuis quelques années, et il est installé à Bourg-Cédré. Donc, pour pouvoir donc, transformer les différents déchets, maintenant pas seulement le bois, même, on a essayé les écorces d'amande sur le loose, on a utilisé les déchets d'olive, donc particulièrement de grillon, et nous a permis donc de transformer ces déchets-là sous forme de gaz, qui est un mélange de monoxyde de carbone et d'hydrogène, qui peut être utilisé directement dans une chaudière, par exemple, ou dans un four. Donc on ne parle pas seulement de la recherche théorique, on est en train de produire. Alors notre ambition dans ce domaine, vous voyez ici, lorsqu'on fait de la littérature, et on voit qu'il y a des centrales électriques qui utilisent maintenant le procédé de gazification. Nous avons fabriqué un petit gazogène, mais vous voyez donc notre ambition c'est de voir la première centrale électrique qui utilise la gazification pour produire l'électricité. Et ça, on n'est pas vraiment là. On a le potentiel, on a les connaissances, mais il nous faut une politique claire pour la valorisation de la biomasse qui est, comme je vous ai dit, complètement ignorée dans notre bilan énergétique national. Donc, lorsqu'on voit des réalisations comme ça au Brésil, au Suède, etc., vraiment ça nous fait mal. Pourquoi pas construire notre première centrale électrique? Par exemple, je vous donne une idée ici pour la gazification, donc, qui a été développée à pas mal de pays, tels que le Finlande, Danemark, l'Inde. Par exemple, aux États-Unis, il y a 117 installations de gazification qui produisent l'électricité à partir de la gazification des déchets et de la biomasse. Il y a 385 gazogènes. Le premier, déjà, il est abandonné à l'île. Alors, bien sûr, ça nous permet, avec ce qu'on voit dans le monde, d'avoir maintenant plus de force pour pouvoir réaliser nos rêves. Et bien sûr, ça va passer à travers vous, les jeunes qui sont là. Il faut vraiment penser à valoriser tout ce qui existe dans vos pays. Pourquoi pas avoir des installations de ce genre-là en Tunisie très bientôt. Parce que, surtout pour la gazification, il y a un intérêt énorme maintenant que dans le monde. Parce que c'est l'habitant, on peut dire, la plus propre. Si vous produisez à partir de votre déchet, voilà, convertir votre déchet sous forme d'un gaz qui est mélange de monoxyde de carbone et d'hydrogène, donc vous allez produire un gaz propre et la combustion sera plus propre aussi. Et donc vous pouvez produire de l'électricité verte à travers la gazification des déchets. Alors pourquoi pas en Tunisie? La technologie aussi sur laquelle on travaille maintenant pour être plus réaliste maintenant, parce que la gazification quand même c'est quelque chose qui est un peu avancé, même si vous avez vu des réalisations dans le monde, mais le procédé lui-même nécessite encore de mise au point. Alors la combustion elle est simple, la combustion c'est aller faire la combustion de vos déchets dans un foyer pour produire l'électricité. Alors, alhamdoulilah, on a tombé sur un industriel qui a cru à nos compétences et nous avons maintenant travaillé sur un projet, peut-être qui sera la première centrale électrique en Tunisie utilisant la biomasse, en particulier les déchets d'olive, à Sfax, Inch'Allah, peut-être d'ici quelques années. C'est une centrale de 40 MW, donc il est formé de 2 unités de 20 MW. Donc on va commencer par la première unité de 20 MW, donc qui utilise une chaudière à fluidisé, et le cycle d'Anguille qui est un cycle classique pour la production de la vapeur pour faire tourner bien sûr une turbine. Alors toutes les études sont pratiquement faites, l'étude de faisabilité, tout ce qui est les dossiers de l'environnement pour tirer profit un peu du crédit carbone, les spécifications techniques des équipements, donc tout est là. Maintenant on est au stade de prospection avec les fournisseurs de matériel. C'est un projet de 50 milliards de millim. Et normalement,
on est pratiquement dans un stade très avancé. Peut-être, Inch'Allah, on estime que le chantier commencera peut-être à la fin de l'année 2015. En terminant bien sûr les prospections, on est vraiment, j'insiste sur l'aspect juridique qui nous a vraiment freiné beaucoup. Parce que vous voyez, donc, vous connaissez le problème ici en Tunisie, c'est la STEC qui monopolise la production d'électricité. Alors la STEC maintenant, elle n'est plus capable d'assurer les besoins de la consommation. Elle n'est plus capable, parce qu'on a besoin chaque année de l'ordre de 300 MW. Alors la STEC ne peut pas suivre ce rythme. Et ce sont les privés qui peut-être peuvent contribuer. Et dans ce cas-là, on pourra peut-être utiliser toutes les ressources. Le solaire, comme Ahmed l'a présenté tout à l'heure, qui représente une richesse importante en Tunisie, mais moyennant des contrats qui conservent nos intérêts nationaux aussi, parce que bien sûr, tout le monde tombe, كما قلنا يتهاووا على بلادنا خاطر عندنا ريشيس عطانا ربي سي لو سولير مي يفو فريمون فير دي كونترا يزيد من لي كونترا اللي فيهم فهمت لا بقوا من تحت الطاوله وبعد البلاد تعلي فيه كما نشوفوا توا نسمعوا فيه دو طون اون طون في الريشيس البترول بتاعنا وهذه كونترا براتيكومون مش قاعد يدخل تونس حتى شيء اكسيتيرا سون دي كونترا ميتون كي دوivent être transparents et surtout au niveau du solaire parce que si on va réserver notre Sahara les étrangers, il faut que la Tunisie tire profit la première, pour assurer nos besoins énergétiques du futur. Lorsque Ahmed vous a montré comment notre balance déficitaire maintenant, et bien sûr ça coûte cher, les problèmes sur l'aspect énergétique, etc. Donc on a besoin vraiment de rationaliser tout maintenant. Nos ressources doivent être rationalisées à partir de des compétences. Moi, des gens qui il faut que les compétences participent dans l'évaluation du potentiel et aussi dans la stratégie énergétique du pays. Nous avons des administratifs qui sont en train de faire ça et qui tirent profit personnel de ces contrats. Alors, un central qui sera Inch'Allah bientôt, qui verra peut-être le jour en Tunisie, qui utilise donc les déchets de l'olive. Donc déjà, on a pratiquement identifié les équipements qu'on va utiliser. Alors je passe maintenant à la pyrolyse. Et là, bien sûr, je ne vais pas dire des choses nouvelles parce que vous connaissez votre pays, c'est le 4e producteur mondial donc, de l'huile d'olive, avec environ, même plus de 60 millions d'arbres d'oliviers, avec à peu près 1200 usines, ou la masse, on peut dire. Et on produit aux environs de 400 000 tonnes d'huile d'olive par an. Alors, bien sûr, dans ce contexte, bien sûr, elle est classée première dans la production, elle assure à peu près 40% de la production de l'huile d'olive en Tunisie. Et c'est pour ça que peut-être le potentiel le plus important, parce que pas seulement elle utilise la production d'olive sfaxienne, mais elle utilise même l'olive des régions mitoyennes, telles que Corwell, Sidi Bouzid, etc., qui viennent faire la presse en espace. Donc on a vraiment, c'est un avantage important parce que collecter les quantités, le problème de chez moi, c'est comment le collecter. Il est collecté pratiquement naturellement à Sfax puisque c'est un centre de production principal. Alors là, bien sûr, les résidus, donc on estime en Tunisie qu'on a à près 300 000 tonnes de grillons épuisés et environ 600 000 tonnes de margine. Donc le grillon d'olive, on n'a pas de problème. Avec la combustion directe, on peut produire l'électricité directement. Alors la margine, c'est un grand problème pour l'industrie de l'huile d'olive en Tunisie parce que c'est un produit liquide qui pollue la nature parce qu'on n'a pas de solution. Maintenant, on le dépose dans des ponts, des lacs, on peut dire, de margine. Et bien sûr, elle contient beaucoup de phénol. Le phénol, comme vous savez, c'est un produit très toxique pour la terre. Alors, on est juste, je vais vous donner peut-être une nouvelle, c'est que le grand problème de l'industrie de l'olive, on l'a converti maintenant à une solution énergétique importante.
Et ça sera la première dans le monde même, parce que c'est un brevet que j'ai développé avec les États-Unis, avec une université Virginia au début, mais maintenant je travaille avec Utah University pour pouvoir transformer le margine à un biodiesel. Alors là, je vais peut-être vous donner quelques détails. Donc on a juste quelques idées pour voir l'ampleur de la pollution engendrée par le dépôt de la margine. Donc, il y a des moujouds partout en Tunisie, mais à Sfax, il est vraiment très grave parce que les quantités sont énormes. Mais vous avez certainement fait Mahdi, au Sahel, etc. Donc, vous voyez, après un certain moment, la margine qui est liquide initialement, elle contient à peu près 15% de fraction organique, l'air solide. Alors, bien sûr, après un certain moment, qui peut aller même à de quelques mois à quelques années. Donc, l'eau s'évapore et reste la partie solide. La partie solide, on a pris des échantillons, on les a analysés, on a trouvé que ça contient une quantité d'énergie intéressante, très importante même. Lorsqu'on compare par exemple le pouvoir calorifique de la margine solide, que j'appelle pâte de margine maintenant, et bien cette pâte de margine, elle a, avec 1 kg de pâte de margine, on a pratiquement 1 kg de bois. C'est pratiquement 18 mégajoules par kilogramme à peu près. Donc c'est intéressant en termes de pouvoir calorifique. Alors en plus, le problème de phénol, c'est ça ce qui nous a mené à penser à ce procédé. Le phénol, c'est un benzène avec un squelette moléculaire un peu complexe. Au fait, OH, les chimistes ou les biochimistes, ils vont mourir. Alors, donc, l'idée, en tant que thermicien, on a pensé à craquer une structure moléculaire qui contient beaucoup de carbone. Alors, si on la craque thermiquement, on peut donc récupérer le squelette craqué et la reformuler, on appelle rearrangement en anglais, donc on réarrange pour pouvoir la transformer en hydrocarbure. C'est XHY. C'est ce que nous avons fait. Donc, monsieur, le procédé s'appelle la pyrolyse rapide. Alors, les conditions sont de l'ordre entre 400 et 600 degrés, avec une vitesse de chauffe importante, 1000 degrés par seconde, et le temps de passage du produit ne doit pas dépasser de 1 à 5 secondes dans le réacteur, pour pouvoir craquer rapidement ces molécules. Alors, comme vous voyez, avec ce procédé, on a transformé la margine en charbon. Il y a une partie de ce charbon qui est de l'ordre de 20% de la masse initiale, du gaz qui est aussi combustible, qui contient des hydrocarbures, un peu d'hydrogène, mais surtout de liquide biodiesel. Alors le diesel, biodiesel, bio-oil, ce bio-oil peut être source soit de biodiesel, ou aussi on peut en tirer des produits qu'on appelle maintenant biochimiques. Maintenant c'est la mode. Biochemicals. Donc on peut produire des produits biochimiques qui peuvent être utilisés dans l'industrie agroalimentaire, dans la pharmaceutique. C'est un chantier de travail. C'est un chantier de travail vraiment qui commence à être développé maintenant dans le monde, et la margine peut être une source de ça. Alors, juste une idée sur le procédé, je ne vais pas vous embêter avec les détails techniques, mais le procédé consiste à un réacteur comme ça, que nous chauffons, et bien sûr on injecte la biomasse avec une certaine vitesse, et dans le réacteur il y a donc un gaz qui se souffle ici. Bien sûr, elle est en condition inerte, il n'y a pas d'oxygène ici, c'est la pyrolyse. Donc ça nous permet donc de faire traverser la biomasse dans ce réacteur. Donc les molécules de la matière se carbonisent et tout ce qui est fumé dégagé sera craqué thermiquement. Alors on a un filtre ici qui nous sépare les particules de charbon, et les fumées condensables passent à travers un refroidisseur condenseur, un système froid qui nous permet donc de condenser, de liquéfier donc ces fumées sous forme de bio-oil. Donc on récupère le bio-oil dans ce réservoir. Donc malheureusement on n'a pas les moyens de le faire ici, je l'ai fait aux États-Unis et les résultats ont été vraiment très intéressants. Donc juste je vous montre un échantillon de biodiesel que nous avons produit. Donc vous pouvez voir ici l'importance, disons la surprise effectivement, parce que ce procédé il est utilisé pour pas mal d'autres types de biomasse, mais il a généré des biomasses de faible pouvoir calorifique. Alors regardez ici surtout la valeur du pouvoir calorifique de notre produit, 39 mégajoules par kilo. Ça, c'était une surprise parce que, juste, je vous donne un terme de référence. Le diesel qu'on utilise dans nos voitures, etc., il a un pouvoir calorifique de 42 mégajoules par kilo.
Alors, on a produit un biodiesel de 39 mégajoules qui est très proche du diesel. Bon. Mais malheureusement, on a trouvé quelques petits problèmes, les Marocains, pour les biodiesel, en particulier la viscosité. La viscosité était un peu élevée. Donc, bien sûr, pour pouvoir mettre votre produit sur le marché, parce qu'on est maintenant concerné par l'industrialisation de ce procédé, il y a même ce sont des investisseurs américains qui commencent qui ont déjà entamé des démarches pour pouvoir exploiter ce brevet. Alors, il faut aller donc vers l'amélioration peut-être des autres propriétés, en particulier la viscosité. Alors là, nous avons pensé à la pyrolyse catalytique, c'est-à-dire utiliser quelques catalyseurs, mais les catalyseurs, il y a des catalyseurs classiques utilisés dans l'industrie pétrochimique. On les a essayés et nous ont permis effectivement de réduire la viscosité. Mais ces catalyseurs, quand même, sont un peu chers. Alors, comme يلزمنا ديما نخمو ديما كيما نقولوها في العرب نقولوا نحبوها حرشه وجريه وما تقدش الشجره. Donc on a pensé toujours à, puisque c'est un déchet que nous avons valorisé, pourquoi pas aussi utiliser des catalyseurs qui ne coûtent pas cher. Alors c'est ce qu'on a trouvé et que ça existe en Tunisie. Ce sont des déchets. Bon, les catalyseurs que nous avons utilisés, ce sont des déchets d'une autre industrie. Je ne peux pas le dire maintenant parce que c'est un brevet, mais ce sont des déchets qui ne coûtent pas grand-chose et on va aussi débarrasser l'environnement de ces déchets-là qui sont des déchets de métaux que nous avons utilisés. Et bien vous voyez donc la pyrolyse. Donc on est à la condition avant catalyseur. Donc vous pouvez voir surtout en termes de pouvoir calorifique c'est 39 alors que le diesel pétrochimie c'est 42. Ici c'est la viscosité, on est à 20 centistox cinématique. Donc alors que le pétrole c'est 1,5 à 6. Donc il faut aller vers la réduction de 1/20 de cette viscosité. Donc on a sélectionné ce catalyseur pour agir. Parce que sinon la viscosité, c'est le حاجة الخضراء هي وتقولوا حاجة visqueuse, c'est qu'elle contient des molécules lourdes, des polymères. Donc il faut craquer que les polymères. Autrement dit, le traitement thermique qu'on a fait n'était pas suffisant pour craquer toutes les molécules polymériques. Donc il a fallu utiliser ces catalyseurs pour pouvoir donc réduire la viscosité. Donc comme vous voyez, ici la viscosité, donc avec l'utilisation non catalytique, donc malgré le standard catalyseur, on est à peu près à 20, et ben on a réduit la viscosité à 6 à peu près. Donc on s'est rapproché encore plus, mais maintenant, avec des catalyseurs classiques, pétrochimiques, tels que le zéolite, etc. Mais avec l'autre catalyseur, et ben on est arrivé à peu près 2. Et c'était aussi donc, le challenge que nous avons aussi élevé. Alors on ne travaille pas seulement sur la biomasse, on a aussi travaillé sur quelques déchets qui existent en Tunisie et qui peuvent être valorisés, tels que les pneus usagés. Les pneus, on a dit comme un chiffre, chaque année en Tunisie, il y a 500 000 tonnes de pneus usagés qui sont jetés dans la nature. Bon. Alors actuellement, on fait des tentatives de leur recyclage, mais on a pensé toujours à les transformer en énergie parce que le guacho est d'origine pétrochimique. Donc si on arrive à le traiter thermiquement d'une manière convenable, on peut le transformer en liquide. Et c'est ce que nous avons fait. Alors là, avec le four que je vous ai montré tout à l'heure, c'est notre produit. Donc c'est un four qui nous a permis de faire la pyrolyse des pneus. Et comme vous voyez, on a produit donc du diesel, on peut dire biodiesel, parce que maintenant on le mélange aussi avec un peu de bois, avec des déchets aussi agro-industriels, tels que soya margé, parce qu'il faut lui donner le label bio. Et de chaque ça devient c'est du pétrochimique. Donc on a ce qu'on appelle copyrolyse, c'est en mélangeant avec des fractions. Donc vous voyez donc le biodiesel que nous avons produit. Et on peut le traiter avec centrifugeuse, etc., pour le rendre vraiment un biodiesel utilisable directement dans les moteurs, avec cet état-là. Et donc, ce sont des états. Le premier produit de pyrolyse, on part avec une petite distillation, on part d'une petite décontation, on peut dire, la centrifugation, pour produire ce diesel final. Et le pouvoir calorifique, c'est du pétrole, pratiquement.
Donc ce sont des choses simples que à qui nous avons pensé pour pouvoir valoriser ces déchets en source d'énergie. Chose qui vous intéresse peut-être à Chamba, ce sont les algues. Les algues dans le haram تاعنا في الشتاء pratiquement الموجة تاع المد والجزر etc. Donc ça stocke énormément d'algues. Les algues, deux types ici à Sfax. Donc les algues النافور ce sont les physiodynia اللي هي الحشيش هذاك ولا الفا ريجيدا. هذا احنا on a pensé خاطر هذوما ce sont des déchets liquides, disons très humides et en plus salés, donc un peu de sel. Donc on a pensé à un autre procédé qui commence à être développé dans le monde et on a commencé à l'étudier. On n'a pas encore réalisé l'expérience, mais on a fait la conception de notre réacteur. Il s'agit de ce qu'on appelle l'hydrolyse. C'est l'hydrolyse, c'est-à-dire on prend le déchet liquide et on le met dans des conditions de haute pression et haute température. Haute pression, c'est après, disons 200 bars, 250 bars, et une température aussi de 300 degrés C. Donc, dans ces conditions-là, il y a l'hydrolyse, c'est-à-dire que toujours l'idée, c'est de craquer les molécules lourdes. On craque ces molécules parce que c'est de la biomasse, ça aussi. Donc, pour pouvoir former des molécules simples. Donc l'idée est en cours d'étude, on est en train de concevoir notre réacteur, on s'en d'ici quelques temps, on fera des expériences. Alors maintenant, je vais vous parler d'une nouveauté dans laquelle on peut dire, modesté, on est classé parmi les premiers qui ont travaillé sur la conversion directe du charbon en électricité en utilisant les piles à combustible qu'on appelle direct carbon fuel cell. C'est la conversion directe du charbon en électricité en utilisant des matériaux spécifiques. Donc je ne vais pas aller trop, mais le principe c'est toujours le même. C'est le principe d'une pile à combustible qui est formée d'une cathode, d'une anode et d'une électrolyte. Alors l'électrolyte c'est un matériel particulier qui travaille, qui fonctionne à très haute température parce que l'opération se fait entre, disons, 500 et 1000 degrés. Alors bien sûr le système ADS, ça nous permet d'utiliser le charbon d'une manière plus noble. C'est-à-dire le temps se met directement en électricité avec un rendement très élevé. C'est le rendement pratique qui a des installations pilotes actuellement réalisées dans le monde parle d'un rendement de 75 à 80% rendement de conversion. C'est-à-dire qu'on ne trouve pas partout. Donc c'est un rendement très élevé. En plus, il y a aussi production de biofuel en parallèle parce que le principe de pyrolyse qui m'autorise que donc ça produit aussi une partie en biofuel. Donc les fumées, on peut les condenser pour pouvoir les transformer en biodiesel. Et bien, Inch'Allah, on peut dire qu'on a, sur le plan scientifique, on a produit 5 articles de très bonne qualité, mais on vise maintenant de participer dans un projet européen dans le cadre des projets Horizon 2020 pour peut-être fabriquer notre propre pile à combustible qui fonctionnera particulièrement avec nos déchets tunisiens, parce que l'originalité de ces travaux qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé les écorces d'amande sur l'eau. On les a carbonisées dans notre four que je vous ai montré tout à l'heure, et on a utilisé le charbon des écorces d'amande dans ces piles. Donc, vu la technologie très sophistiquée, on était obligé de coopérer avec une équipe chinoise. Donc, j'ai envoyé une de mes étudiants qui a travaillé pendant 6 mois et a fait vraiment un travail très intéressant. Alors, il y a des articles scientifiques, mais ce qui est plus important pour moi, ce sont les contrats et les réalisations. Donc, c'est le brevet que nous avons déposé pour le four de pyrolyse. multi-products pyrolysis. ما عادش نحكيو على فور باش يعمل الفحم برك، mais يجمع يعطينا البيوديزل، يعطينا الفحم de qualité pour pouvoir l'utiliser en tant que fuel. Donc c'est des projets que nous avons développés avec la France. L'autre projet de biodiesel margine to biodiesel avec les États-Unis. Le charbon directement avec la pile à combustible direct carbone avec les Chinois. Et récemment, nous avons signé un contrat avec un centre de recherche très développé en Finlande pour utiliser des mélanges de plusieurs déchets comme combustible dans des chaudières domestiques et industrielles peut-être. Alors, je veux finir avec des recommandations, surtout pour nos responsables. Parce que vous voyez donc l'importance de ce domaine dans le monde. Donc,
Si je synthétise, on a vraiment un potentiel très important de biomasse en Tunisie. Et aussi de déchets qui peuvent être valorisés. Il faut avoir une stratégie nationale pour valoriser nos déchets. Parce que tout le monde maintenant travaille sur ce terme, et comme vous avez vu, les centrales électriques avec le système de gazification, les systèmes de pyrolyse, donc ce sont vraiment, on peut dire, c'est le challenge, le tahaddi des années de G, c'est comment peut-on valoriser nos ressources. Donc il faut avoir une stratégie. Il faut aussi améliorer l'efficacité énergétique de nos systèmes en utilisant les nouvelles technologies. Vous voyez, bien sûr, ça nous impose de préserver aussi et rationaliser le potentiel. Alors, vous des bateaux, bien sûr, on a fait ce jour, les bateaux de l'Europe, des bateaux avec des millions de tonnes de grillons d'olive exportés avec un prix dérisoire vers l'Europe. Alors qu'on a une balance énergétique déficitaire, vraiment, il nous prend de temps, malheureusement, c'est un point. Alors maintenant, il faut construire surtout aussi une plateforme, les ministères qui est plus le temps il faut laisser aussi l'initiative au privé, tout en rationalisant, bien sûr, les interventions du privé. Mais il faut laisser agir. Il faut laisser les privés agir, sans la volonté des privés utiliser ces nouvelles technologies pour valoriser les déchets pour pouvoir produire l'électricité particulièrement. Ou bien sûr, on ne peut pas travailler seul. Il faut ouvrir aussi le champ de partenariat avec les pays qui ont déjà de l'expérience pour pouvoir aller vite. Maintenant, on ne va pas réinventer l'euro. Ils ont une bonne expérience pour pouvoir aller directement vers l'avant. Voilà donc les recommandations d'elle. Nous sommes polis dans le tarif de pouvoir être un Tibet. Merci, vraiment c'est important. Ça donne envie en fait, à nos compatriotes, aux Tunisiens, de faire tout effort pour l'objectif de pouvoir exploiter ce qu'on a chez nous, exploiter proprement, avec efficacité. Bien sûr, les gens qu'on porte un investissement pour notre pays pour améliorer cette économie et surtout du côté énergétique. Ben maintenant, on va passer aux questions, et surtout, si vous posez, bon, si j'essaie, c'est vraiment assez passionnant, on a beaucoup de questions à poser, mais peut-être vous aurez l'occasion tout à l'heure de discuter avec ces camarades, mais vu que le temps passe à de plus en plus, on va essayer d'être un peu restreint pour les questions. On va c'est quand même juste un problème financier. Donc, est-ce qu'il y a des possibilités de financement avec, par exemple, des agences ou des associations internationales pour faire des projets comme ça? Par exemple, ici, on a le problème de forêt de Louis, par exemple, elle dégage beaucoup de déchets des feuilles des arbres. Donc, on peut penser à faire un projet, par exemple, de ce type. Aussi, vous avez le problème des algues aussi. Oui. C'est bon. Bon, le sujet que vous avez évoqué est d'importance. On est نحكيو بالعربي تو باش نفهموا بعضنا بالباهي. Alors فما فريمون فرص كبيرة قاعدة تتوفر توا في تونس خاصة بعد الثورة. بون في حاجه في نفس يعقوب وهكذا ما احناش نقولوا سيدي لازم نفكروا في مصلحه لازم نعرفوا كيف نتصرفوا مع لي جون هذوما اللي قاعدين يحبوا يخدموا معنا. الوغ تعرفوا اللي جوست ابري لا ريفوليسيون فما عدد جمعيات تاع المجتمع اللي كبروا ياسر جمعيات وقبل الحراك الاجتماعي كان مقيد ولا كان مش كل حد ياخذ رخصه جمعيه لازم يكون عنده لون معين. تو الناس كلها ولا تخدم. Mais malheureusement, ما عندناش الاكسبيريونس نتاع الاستفاده من الموجود على مستوى عالمي. على مستوى عالمي فما دي باير دو فرونس، الناس هذوما اللي مستعده باش تمول مشاريع في نتاع معينين. وما فماش اكبر تام في العالم توا اللي هو واخد الاولويه هو الماء والطاقه. لازم زوج معناتها ميادين العالم كله قاعد يخدم عليهم. الجمعيات اللي جمعيات بيئيه عندها امكانيه الانخراط فيها الجوفر، خاطر شو ديزابيل تخرج على مستوى عالمي وفيها البنك العالمي عنده جزء
تعطيه نظيفه ولا الماء اللي فما دي امكانيه يعني استغلال الماء ولا تحليل المياه. انا هي يفوت attentif les appels d'offres. Les appels d'offres كل نهار براتيكمون. بون ابار فما السفارات اللي هي قاعده تمول في بعض الجمعيات، لكن التمويل هذا ديما ردوا بالنا منه، خاطر السفاره تعطيك حاجه تحب تاخذ عندك اكثر من اللي تعطيك، وتاخذ عندك كيس المعلومات، تاخذ فكره على السجود اللي تبدلها للدورين اللي هي ماهيش عندهاش فرصه لبدا بحالها، انت خاطر تونسي تمشي للادارات وتمشي كذا تثبت المعلومات وتجم. اما فما سيرتو لي بروجي انترناسيونال، فما مثلا جائزات فيها ديجا لونسي ابل دوفر كملت لو 14 بالضبط. احنا هنا ديجا ديبوزي مع بين قوسين بخلاف اني رجل علم نصب زاد في المجتمع المدني وعلى جمعيه سميناها بيت الخبره، لمدنا فيها خبرات في مستشفيات من جميع الميادين، وحاولنا باش نقترحوا مشاريع كيما اللي نحكيوا فيها هنا، نقولوا للعباد ونقولوا للمسؤولين فما امكانيه جديده وتقنيات جديده وفما امكانيات لازم نستعملوها لبلادنا ونخدموا الموجود في البلاد. دونك الجمعيه هذه الان فيها ادم مش نقولوا من خير ما فما زاد نقولوا في السلاح الناس اللي سيتو وطنيين مسموع للبلاد، الناس هذوما لازم يقترحوا مشاريع كيف في الشابه هذه تنجموا سيرتيرمون تشوفوا لي موجودين دي زابيل دوفر بس شهرين ثلاثه فما ابيل دوفر معناتها يفو فوار سواء اترافير لي زومباساد ولا اترافير لي سيت تاع البنك العالمي اللي يعطيو دونك بون دي بيدجي انت والامكانيه نتاع البيان دو فون، راهو فما مشاريع توصل حتى المليار يمول مشاريع مليار، اما يجب يكون بيصير البروجي يكون سوليد ويحل المشكله حتى وما عادش يحكيو كاع دراسات ولا ديما دراسات يحبوا يجيبوا حاجه واقعيه، يعني يكون عندها امباكت ديريكت سور لا في دي سيتويان. مثلا في الشارع عندنا مشكله معينه نقول المشكله دي نحلوها ويعطيو حلول واقعيه ويجيبوا معاهم كونكوري بار دي جون سبيسياليتي وناس معناتها ديكسبرتيز ويعطيو حاجه معناتها سوليد ياخذوا الفلوس. دونك فما امكانيه. Pour la qualité de l'exposé et les alternatives d'exploitation des déchets et le recyclage des déchets qui est certainement bénéfique pour l'environnement. Et étant donné cette association qui s'intéresse à la protection de l'environnement, vous avez évoqué la possibilité d'utilisation des posidonies, par exemple, qui sont énormes. Les posidonies, je rappelle que ce ne sont pas des algues, ce sont des phanérogames marines, c'est-à-dire des plantes à fleurs, des plantes avec racines, tiges et feuilles. Et je dis que les banquettes énormes qui se trouvent sur nos plages, ainsi que la Shepa, qui atteignent 200 000 tonnes par an, qui sont rejetées sur les plages, mais d'emblée, je vous avertis quand même que ces banquettes de posidonie représentent un paysage menacé et protégé, et donc vous n'avez pas le droit de toucher, malheureusement. Voilà, juste cette remarque, mais je vous remercie énormément pour les travaux que vous êtes en train de faire et je vous souhaite toute la réussite. Merci pour votre exposé. Monsieur, le processus pour affaiblir la viscosité de l'huile, il a des effets sur l'énergie qu'on peut fournir. Parce que, par exemple, j'ai oublié le nom du processus. Oui, j'ai oublié le nom du processus pour couper la molécule. Oui, pour la fragmentation de ces chaînes moléculaires. Oui, donc ce processus, il diminue le rendement énergétique de l'huile. Pourquoi? Parce que l'énergie qu'on reçoit après combustion, l'énergie c'est dû à la
C'est l'oxydation. La combustion, c'est l'oxydation. Oui, à la structure de la molécule. Donc, c'est l'oxydation. La combustion, c'est on met l'oxygène, j'indique CO2 et de la vapeur. Et des cas de combustion complète, stoichiométrique. Donc la combustion, c'est en présence d'oxygène. La fragmentation qu'on a fait, c'est pour réduire la taille des molécules, pour les rendre sous forme de CX des hydrocarbures. Mais l'énergie, peut-être, vous allez voir dans le tableau, regardez ici en bas. Donc le pouvoir calorifique du diesel qu'on a produit sans catalyseur, il est de 39,9 après 40. Alors lorsqu'on a utilisé le catalyseur, il devient 41. On s'approche encore plus du diesel. donc c'est le contraire. C'est le contraire. Alors, oui, c'est quand même, j'ai juste une petite question. En fait, lorsqu'au niveau de la combustion, le biocombustible, vous avez eu donc un fort dispositif. Est-ce que vous avez ici de l'infrarouge? Est-ce que vous avez analysé les gaz produits de combustion? Non, on n'a pas fait l'expérience de combustion parce qu'on a remarqué qu'il est vraiment visqueux. Et on a pensé au contraire d'aller vers la pyrolyse catalytique pour réduire sa viscosité. Et maintenant, ayant vraiment un très bon diesel comparé au diesel pyrochimique, l'étape suivante, c'est de l'utiliser comme combustible, de l'essayer comme combustible dans des moteurs. D'après mes simples lectures, je suis un enseignant de sciences physiques et chimie au lycée. Ce que je sens, c'est que la Terre est malade. Alors qu'il faut que tout le monde serre la ceinture à cause des déchets, surtout provenant des hydrocarbures. Vous avez dit l'hydrolyse des déchets. S'il vous plaît, donnez-moi des produits de cette hydrolyse, des produits chimiques. D'abord, peut-on chercher à courir vers ce qu'on appelle l'énergie verte, ou bien l'énergie propre, ou bien l'énergie solaire? Je vous remercie. D'origine végétale ou animale. C'est un déchet, en particulier le déchet végétal. C'est un déchet vert. Et tous ces procédés que je vous ai décrits sont des procédés verts. Pourquoi? Parce que les déchets sur lesquels on a travaillé, les eaux et la biomasse, l'origine c'est l'arbre. Et l'arbre, durant toute sa cycle de vie, elle n'a fait qu'absorber le CO2 de l'atmosphère. Donc c'est un moyen d'épuration de l'air en CO2. Et bien sûr, ce CO2 va être stocké dans l'arbre sous forme de liaison chimique carbonique. Alors, ce que nous avons fait dans ces procédés, c'est de réutiliser le CO2 qui était dans l'atmosphère. Et c'est pour ça qu'on classe tout ce qui est biomasse comme énergie renouvelable et verte. Donc, même si on va par la suite, en utilisant cette biomasse sous forme soit de combustible liquide ou gaz, et on va générer du CO2, mais ce CO2 n'est pas un CO2 comme le CO2 généré par la combustion des combustibles fossiles. Parce que ça entre dans l'équilibre de l'écosystème. Alors que l'énergie fossile qu'on utilise, ce sont des combustibles que nous avons tirés du fond de la Terre et que nous avons oxydés. Donc il ne faut pas avoir de crainte concernant l'utilisation de la biomasse comme énergie verte. C'est une énergie verte et elle est aussi, elle répond aux exigences de l'environnement. Donc j'ai voulu vous poser la question concernant les caractéristiques par exemple du biodiesel que vous avez produit. Est-ce que vous comparez, à part le diesel classique, est-ce que vous avez comparé à des normes? Et est-ce que vous voyez qu'il est temps de mettre une plateforme de normes en Tunisie? Parce qu'on est en train toujours de comparer à des normes européennes. Et c'est ça donc... La question elle est pertinente parce qu'effectivement, tout à l'heure, vraiment, on est très arriéré par rapport aux pays du monde. Par rapport du monde, on trouve le Brésil, elle est leader mondial dans la bioénergie. Elle est leader. Alors malheureusement, on a un arsenal législatif énorme au niveau de la Sharia, mais la mise en pratique dans le Qawanin, et malheureusement, on a remarqué le biodiesel.
même l'investisseur américain avec lequel on est en train de travailler, il pense à ça. Parce que si on va produire du biodiesel en Tunisie, est-ce qu'il y a vraiment des normes? Est-ce qu'il y a des standards? Est-ce qu'on va vendre notre biodiesel en Tunisie ou on va l'exporter vers l'étranger? C'est ça le problème. Alors, l'Europe a des standards, les États-Unis qui mais en Tunisie, on est très loin de ça. Donc, si on va vraiment produire ce biodiesel en Tunisie, malheureusement, si on n'a pas vraiment des lois qui l'autorisent à utiliser, voilà, le mélanger avec le diesel, comment on va en profiter? On va le vendre. Peut-être l'industriel, il pense à son intérêt financier. Donc, il va certainement exporter ça de l'étranger. Donc, effectivement, c'est une question très, très importante. Ils ont envoyé pour les décideurs en terrain pour vraiment préparer le terrain à ça. Merci. De l'INAT, deuxième année génie halieutique et environnement. Ma question va s'articuler essentiellement sur les déchets qui vont être élaborés de votre projet qui est autrement la Marbouma moderne. Ah, c'est le direct carbone comme ça. Voilà, c'est la combustible. Voilà. Vous avez évoqué que vous allez utiliser, plutôt recycler les déchets venant du taille et les déchets du bois. Mais vous n'avez pas parlé de vos propres déchets, c'est-à-dire les cendres. Les cendres, où vous allez les installer. Et est-ce qu'il y aura-t-il une possibilité pour les valoriser quoi? Et merci bien. Très bien, c'est ça. C'est une très bonne question aussi. Alors la question aussi, bien sûr, un projet, bien sûr, il faut penser à l'impact de ce projet sur l'environnement. Alors on a parlé que nous avons résolu des problèmes environnementaux en utilisant ces déchets comme source d'énergie. Mais bien sûr, il faut un procédé qui ne génère pas un déchet secondaire. Alors pour le cas du charbon, il ne faut pas avoir de crainte. Parce que tout ce qui est charbon à partir de déchets végétaux, le produit, le cendre, c'est بالعربي الرماد حاجه تحرق مش تخلي رماد. alors الرماد هذا il est riche خاطر الرماد جاي من الشجره. donc الشجره شعبت elle a absorbé la lumière solaire, le CO2 de l'atmosphère et il laissé le minéraux من الارض. et ben ايش عمل؟ بالتالي tout ce qui est carbone, fraction carbonique on l'a transformé en fuel. ايش يقعد؟ يقعدوا les minéraux les minéraux كلهم في العش. Le cendre. Le cendre, c'est un très bon fertilisant. Partout dans le monde, il est utilisé. Donc, c'est un très bon fertilisant. Voilà, il est riche en minéraux. Comment? Ah, il faut qu'un aussi, contre les fourmis. Il fallait que le maire يضرب الشجر. Merci. Ça peut être le dernier. Dans votre exposé, vous n'avez pas évoqué l'énergie qu'on peut extraire. Les extraire, c'est un problème aussi pour l'Angèle actuellement. Il n'y a pas vraiment une solution pour pouvoir le valoriser. Bon, malheureusement, en faisant les analyses des bouts de ster, le pouvoir calorifique est faible. Et il contient beaucoup de minéraux, beaucoup de sens. Alors, bien sûr, en termes de valorisation énergétique, ça devient pauvre. Peut-être qu'il faut penser à le mélanger avec d'autres biomasses. Et comme ça, peut-être qu'il sera valorisé. On a pensé à ça, mais on n'a pas encore fait des essais. Merci Sika. Merci Sika. Vraiment, on est content. Vous avez bien animé notre session. Vraiment, ça me fait plaisir de t'accueillir parmi nous. Et vraiment, ça enrichit les discussions, ça enrichit ces journées-là. Et par conséquent, on est donc reconnaissant. Et on va donc te présenter donc, un petit geste de la part de notre association. Donc, ici, voilà, et merci encore. Et on applaudit fort. Ici, il me met aussi maintenant, on va se retirer et je vous pose les paroles.